nous passons au prix quinquennal des sciences pharmaceutiques et thérapeutiques. Et c'est Madame la professeure Marianne Filet, voilà, qui va nous présenter le lauréat. Merci Madame Filet. Donc j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le lauréat du prix quinquennal des sciences pharmaceutiques et thérapeutiques. Il s'agit du professeur Pierre Van Antwerpen pour son mémoire intitulé L'inhibition du système myéloperoxydase, peroxyde d'hydrogène chlorure comme voie thérapeutique potentielle. Alors, diplômé pharmacien en 2000 à l'Université libre de Bruxelles, le professeur Pierre Van Antwerpen est nommé assistant à la faculté de pharmacie où il débute une thèse de doctorat. Suite à cette thèse, il profite d'un séjour postdoctoral pour lier des collaborations étroites avec l'Université de Lille 1, l'Université de Boku à Vienne, où il effectue des stages de recherche, notamment dans les domaines de la glycobiologie et de la cinétique enzymatique. En 2008, il est nommé à la faculté de pharmacie comme professeur assistant, puis comme professeur en 2014. Très investi dans son université, il est élu vice-doyen, puis doyen en 2015, poste qu'il occupe toujours à ce jour. Il est titulaire de nombreux enseignements et il a également contribué à la création de la plateforme analytique de la faculté de pharmacie de l'ULB. Alors les résultats de ces recherches qui sont couronnées aujourd'hui ont trait à des travaux sur la myéloperoxydase comme cible thérapeutique d'intérêt, et plus particulièrement le rôle et l'inhibition de cette enzyme dans les processus inflammatoires chroniques et les maladies cardiovasculaires. Alors cette recherche, elle s'articule autour de l'optimisation des inhibiteurs de la myéloperoxydase, mais aussi la compréhension des mécanismes d'inhibition de celle-ci et enfin la validation de la myéloperoxydase comme cible thérapeutique innovante. Donc ces travaux de recherche sont vastes, ils témoignent d'une activité scientifique soutenue qui peuvent avoir des répercussions évidentes non seulement au niveau fondamental, mais également avec des perspectives intéressantes d'application pharmacologique, voire thérapeutique. Voilà, merci professeur Marianne Filet pour cette introduction, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le secrétaire perpétuel et chairman de l'Académie, et je voudrais vous remercier évidemment de la confiance dont vous m'honorez pour la remise de ce prix. On l'a dit effectivement, j'ai travaillé longuement sur la myéloperoxydase, je travaille encore dessus, et un des aspects qui faisait partie de mon mémoire que j'ai présenté, c'était la validation d'abord de la myéloperoxydase comme cible thérapeutique. Et donc, ce qu'on a pu apporter dans ce domaine-là, c'est qu'on a ajouté certains éléments à la théorie consensuelle de l'athérosclérose. De manière générale, l'athérosclérose est considérée comme une pathologie inflammatoire chronique où les LDL en excès, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, pénètrent dans l'espace endothélial, est oxydé notamment par la myéloperoxydase qui provient, dans ce cas-ci, des macrophages, en MOX, ce que nous appelons les MOX-LDL, qui vont induire tout ce système de mécanismes pro-inflammatoires et la formation des cellules spumeuses. Or, ce que l'on sait, c'est que l'athérosclérose intervient très tôt dans la vie, et ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'en réalité, il y a des mécanismes qui viennent se surajouter à cela, et notamment le fait que la myéloperoxydase, en réalité, elle est certes présente dans les neutrophiles et dans les macrophages, mais elle est également présente dans la circulation de manière totalement libre. Et donc, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'avec cette myéloperoxydase libre, avec l'angiotensin 2, qui est un facteur de vasoconstriction et d'activation notamment de la NOX2, qui va permettre la production d'anions superoxydes et par dismutation de peroxyde d'hydrogène, et étant donné qu'on a tous du chlorure également dans notre plasma, tous les éléments du système myéloperoxydase, peroxyde d'hydrogène et chlorure sont en place effectivement pour pouvoir oxyder les LDL natifs en MOX-LDL. Et ce mécanisme survient très tôt dans la vie, et donc on s'est attaché à voir effectivement comment ces MOX-LDL peuvent avoir un effet directement dans la circulation. Et ce qu'on a remarqué, une des premières choses qu'on a remarqué, c'est que la MPO a un tropisme pour les LDL, elle se fixe dessus, elle augmente son activité quand elle est sur ces LDL, et on a des études cliniques qui montrent qu'effectivement, chez les patients tout venant, on a une certaine quantité de MOX-LDL qui est présente. Qu'est-ce qu'on a démontré par là? On a démontré que le MOX-LDL stimulait les cellules endothéliales pour produire l'interleukine 8, stimulait les monocytes dans un modèle
in vitro de stimuler la production de TNF-alpha. Et donc cette interleukine 8 et ce TNF-alpha, qui sont des marqueurs pro-inflammatoires, démontrent qu'effectivement les MOX-LDL dans la circulation, à la surface des cellules endothéliales, sont capables de générer déjà une inflammation indépendamment de ce qui se passe dans la plaque d'athérome. Alors, ça c'est pour la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que très récemment, on a pu démontrer que ces MOX-LDL permettaient également la production de marqueurs de résolution de l'inflammation. Donc on sait que maintenant l'inflammation n'est plus un phénomène passif. Il y a toute une série de médiateurs, notamment des médiateurs lipidiques, qui peuvent résoudre l'inflammation. Et on a démontré très récemment que ces MOX-LDL permettaient la production notamment de la résolvine D1, qui est un médiateur lipidique de résolution de l'inflammation. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que ce mécanisme compensatoire diminue avec l'âge. Et donc on se rend compte tout doucement dans l'athérosclérose qu'il ne faut pas non seulement considérer l'inflammation chronique, il faut considérer probablement également les mécanismes qui essayent de pallier à ces phénomènes, et notamment la résolution de l'inflammation, parce que ces deux aspects pourraient expliquer pourquoi l'athéromatose survient avec l'âge et les événements cardiovasculaires arrivent plus tard, alors c'est un phénomène qui se développe très tôt dans la vie. Ça, c'était pour l'aspect thérapeutique. Pour l'aspect inhibiteur, on a en fait utilisé différentes stratégies pour essayer d'optimiser des molécules inhibitrices de l'amyloperoxydase. Ce sont des stratégies classiques en chimie médicinale. La première, c'est ce qu'on appelle la fragment-based design stratégie. Donc simplement, on a une configuration 3D de l'amyloperoxydase et on recherche sur base de molécules qui inhibent déjà l'amyloperoxydase quels sont les points d'accroche que l'on peut avoir. Ça, c'était une première stratégie. Une deuxième stratégie, ça a été simplement d'aller un petit peu, j'ai envie de dire, au bazooka, c'est-à-dire par ordinateur, on prend une liste de molécules dont on ne connaît pas du tout l'activité et on filtre. On essaye d'affiner au maximum pour arriver à une série de molécules. Donc on est arrivé à sélectionner une centaine de molécules, on en a pu en tester 80 et on a pu ressortir de là 8 molécules qui étaient des excellents inhibiteurs de l'amyloperoxydase. La dernière approche, c'est ce qu'on appelle une approche pharmacophore-based design, c'est-à-dire vous prenez des molécules dont certaines que l'on a développées pour vérifier en fait dans un modèle informatique quelles sont les structures importantes pour avoir une inhibition de l'amyloperoxydase, et on a pu retirer de là ce qu'on appelle en pharmacologie et en pharmacochimie un pharmacophore, c'est-à-dire la structure minimale qui porte l'activité pharmacologique. Et dans ce cas-ci, c'est un cycle aromatique relativement plane, une chaîne carbonée avec un hétéroatome éventuellement oxygène soufre de maximum 5 atomes, et soit une amine qui est protonée à pH physiologique, soit des groupements donneurs de ponts hydrogène. Ce qui a été très intéressant dans le cadre de ces études, c'est que d'une part, par toutes ces approches, on a pu mettre en évidence qu'il y avait un résidu, un acide aminé qui était très important, c'était un glutamate, le glutamate 102 qui est proche du cycle catalytique, et systématiquement dans toutes les études que l'on a fait, il ressort, et donc il semble vraiment être un acide aminé important pour l'activité de ces inhibiteurs. La deuxième chose intéressante qu'on a trouvée un peu par hasard, c'est que le thésard qui travaillait là-dessus m'a dit à un moment donné, mais les molécules ressemblent un petit peu à la sérotonine, est-ce qu'on n'essaierait pas de tester des médicaments qui inhibent le transport de la sérotonine? Et donc il a testé différentes molécules et on s'est rendu compte que la paroxétine, qui est un antidépresseur spécifique de la recapture de la sérotonine, est un inhibiteur irréversible de l'amyloperoxydase à haute dose et a un IC50 de 22 nanomolaires, qui est un des meilleurs inhibiteurs que l'on a pour l'instant sur l'amyloperoxydase. Et donc voilà un petit peu l'ensemble des travaux que nous avons menés jusqu'à présent, grâce évidemment à la collaboration de nombreuses personnes. Et je tiens surtout à remercier ici le professeur Jean-Neff qui m'a fait confiance évidemment pour l'ensemble de ces travaux. J'aimerais remercier pour l'aspect plus validation de ces thérapeutiques le professeur Cédric Delporte qui est ici dans la salle et qui m'accompagne, et tous les doctorants qui ont travaillé sur ce sujet. Et pour les aspects inhibiteurs, j'aimerais remercier deux doctorants d'origine syrienne qui ont eu pas mal de difficultés pendant leur thèse, puisqu'ils ont fait leur thèse entre 2007 et 2014, et vous connaissiez la situation en Syrie à ce moment-là, et qu'ils ont fait vraiment un travail formidable, et l'un des deux est ici aujourd'hui dans la salle, et donc je le remercie également pour ce travail, et je vous remercie pour votre attention. Monsieur Van Interclub, merci beaucoup pour ce remarquable travail. L'Académie vous félicite.